Il m'a dit, sans détour, qu'il avait délibérément transmis le VIH à quelqu'un. J'ai travaillé dans un centre de consultations externes situé dans un quartier extrêmement défavorisé, où tous les patients que je suivais devaient être atteints d'une maladie mentale chronique pour pouvoir recevoir des soins. La plupart vivaient dans des conditions précaires, souvent marquées par la violence, l'isolement ou l'abandon. Parmi eux, il y avait une patiente dont l'histoire m'a profondément marqué. Elle vivait dans un foyer abusif, et malgré nos efforts, elle refusait de partir. Son handicap cognitif l'empêchait de prendre conscience du danger dans lequel elle se trouvait ou de faire des choix pour sa propre sécurité. Nous étions impuissants, liés par des limites légales et humaines qui rendaient toute action concrète impossible sans son consentement. Pendant plusieurs années, elle a enchaîné les problèmes de santé, complications physiques, rechutes psychiques, hospitalisations répétées. Elle revenait toujours au centre, le visage fatigué mais souriant, comme si elle espérait encore que quelque chose changerait. Un jour, les médecins ont découvert qu'elle était atteinte d'une maladie incurable. 3 mois plus tard, elle s'est éteinte. Quelques jours avant sa mort, alors qu'elle était affaiblie mais lucide, elle m'a regardé et a murmuré « Y en a qui n'ont jamais droit à une fin heureuse, j'imagine ». Ces mots sont restés gravés en moi, parce qu'on entend souvent dire que tout finit par s'arranger ou que les choses s'améliorent toujours avec le temps. Mais la vérité, c'est que pour certaines personnes, ce n'est tout simplement pas le cas. J'ai eu un adolescent comme patient dont l'ami venait d'être assassiné pendant que lui était en centre de traitement résidentiel. Il n'était ni triste ni en colère, il m'a simplement dit, avec calme, qu'il savait qui avait fait ça et qu'il comptait le tuer dès sa sortie. Ce qui m'a troublé, c'est que je comprenais parfaitement sa décision. Ce gamin n'était pas mauvais, c'était juste un enfant profondément blessé, abandonné par toutes les personnes qu'il avait aimées. Sa décision était une réaction logique, et cela m'a profondément fait réfléchir sur la notion de moralité. J'ai vraiment apprécié travailler avec lui. Il a changé ma façon de voir certains actes qui, en surface, paraissent immoraux. Je suis sorti du domaine de la thérapie il y a une dizaine d'années, mais je travaillais auparavant avec des enfants victimes de maltraitance ou de négligence, ainsi qu'avec leurs familles. Un jour, le père d'une petite fille victime d'abus sexuels envisageait de faire quelque chose de grave à l'agresseur. Je l'ai calmé et l'ai aidé à prendre conscience par lui-même des conséquences que cela pourrait avoir. Mais cela m'a fait réfléchir. Qu'est-ce que je ferais à sa place ? Est-ce que je serais capable de me contrôler ? Et puis, entendre combien d'enfants étaient abusés par les petits amis des mères, ceux qui vivaient sous le même toit, ça me poussait à envisager d'en emmener un derrière la remise. Les histoires de ces enfants ont commencé à me toucher de plus en plus, surtout après avoir eu mes propres enfants. C'était devenu trop. Alors j'ai changé de carrière. J'aide toujours les gens, mais d'une manière différente. Je suis thérapeute, mais j'aidais mon ancien emploi en remplaçant temporairement un mentor thérapeutique qui était parti. Je passais environ 4 heures par semaine avec une adolescente adoptée, qui avait de lourds antécédents en santé mentale et de nombreux traumatismes. Ses parents adoptifs étaient décevants, souvent absents, faisaient de fausses promesses, consommaient des substances et il y avait des soupçons d'abus sexuels. Nous avons eu de nombreuses conversations profondes, partagé des activités et passé de bons moments ensemble. Un jour, j'ai reçu un appel m'informant qu'elle avait été hospitalisée après une tentative de suicide. On m'a demandé si je pouvais venir rester avec elle jusqu'à l'arrivée de ses parents adoptifs. J'ai accepté. Elle souriait assez souvent, et nous avons joué à des jeux pour l'aider à se changer les idées. J'ai proposé de revenir la voir en psychiatrie une semaine plus tard. Mais quand je suis revenu, c'était comme si je faisais face à une personne complètement différente. Elle s'était griffé les bras, le cou et le visage au point d'avoir des marques partout, s'était arraché des touffes de cheveux, et me fixait intensément avec un sourire inquiétant. Ce n'était plus la jeune fille que j'avais accompagnée pendant 6 mois, mais plutôt une enveloppe vide, brisée par les médicaments et la douleur.
Ses parents adoptifs ont fini par la rejeter. Elle a été envoyée dans un foyer collectif. Je ne l'ai jamais revue. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans une prison de comté. Je faisais principalement des évaluations au moment de l'admission, donc je voyais les gens juste après leur arrestation. Certains étaient sous l'emprise de drogue, d'autres souffraient de troubles mentaux non traités, des membres de gangs, j'ai vu de tout. Un jour, une femme dans la quarantaine a été arrêtée pour violence domestique. Elle avait été victime de traite sexuelle depuis l'Asie dans son adolescence, était dépendante aux méthamphétamines et vivait avec un homme qui la battait régulièrement. Elle portait encore les marques de ses blessures. Je suis resté un moment avec elle pendant qu'elle me racontait, en larmes, les années d'abus qu'elle avait subies de sa part. Je lui ai offert mon soutien, de la validation, des ressources dans la communauté, et je lui ai dit que je repasserais la voir le lendemain. Avant de partir, elle a attrapé ma main et m'a dit « merci » à travers ses larmes. Quand je suis retourné dans mon bureau, j'ai pleuré. Pas juste quelques larmes, mais un cri profond, brut, qui venait du fond de moi. Quelque chose s'était réveillé. Des années auparavant, j'avais moi aussi vécu une relation abusive. Je pensais avoir tout surmonté. Et pourtant, malgré tous les cas de violence conjugale que j'avais accompagnés, quelque chose dans son histoire et dans sa façon de dire merci m'a bouleversé. Je n'avais pas encore fini de faire la paix avec mon propre passé. Peu après cette rencontre, je suis retourné en thérapie. J'espère de tout cœur qu'elle est quelque part, en sécurité, et qu'elle va bien. Il y a des années, je suis allé en thérapie avec celle qui était ma femme à l'époque, aujourd'hui mon ex. C'est elle qui avait choisi la thérapeute, une femme, et je dois avouer qu'au début, je me suis dit que tout ce que je dirais serait reçu avec scepticisme. Je sais que c'était un raisonnement idiot, mais c'est ce que je pensais à l'époque. Lors d'une séance, j'ai raconté un incident qui s'était produit, que je vais essayer de résumer ici. Ce jour-là, j'étais en congé et je faisais le ménage dans la maison. J'avais fini de nettoyer la cuisine et je m'occupais du linge. Il y avait 7 personnes à la maison, nous 2 et 5 enfants. J'avais 4 beaux enfants, et ma fille avait environ 1 an à l'époque. Bref, il y avait du linge dans la machine à laver et dans le sèche-linge, et je venais de terminer de plier des vêtements. Je faisais une pause devant la télé en attendant que le sèche-linge finisse. Il devait être midi, et ma femme rentre du travail pour sa pause déjeuner. Je lui dis bonjour alors qu'elle traverse le salon, regarde autour d'elle, et me dit « Pourquoi tu n'as pas fait les poussières ?» J'étais choqué. Elle était furieuse parce que j'étais assis sur le canapé. Agacé, je lui dis « D'accord, je vais faire les poussières. » On avait une table basse en verre, alors je prends du Windex et de l'essuie-tout et je commence à nettoyer. Et là elle me dit « Non. Laisse tomber. N'y touche pas. » On se dispute, et moi, en criant, je dis que je vais finir le ménage. Pendant que je nettoie la table, je vois un liquide brun et épais couler dessus, c'était du sirop qu'elle était en train de verser. Elle ne voulait vraiment pas que je nettoie. Je la regarde et je lui dis « Mais t'es complètement folle ou quoi ?» Et elle m'arrache la bouteille de Windex des mains et me pulvérise le produit au visage. Quelques secondes après, mes yeux me brûlent. Je me lève en courant, je la dépasse et je vais dehors pour me rincer le visage au tuyau d'arrosage. Je regarde la thérapeute et je vois qu'elle a l'air de ne pas croire un mot de ce que je viens de dire. Elle se tourne vers ma femme et lui demande « D'accord, quelle est votre version des faits ?» Et là, à ma grande surprise, ma femme répond « Tout ce qu'il a dit est vrai, sauf que je ne lui ai pas pulvérisé le visage. » Il ment. Je l'ai aspergé dans le cou. La thérapeute est sous le choc et lui demande si toute l'histoire est vraie. Ma femme dit que oui, mais que je mens sur l'endroit où elle m'a aspergé. La thérapeute lui demande alors pourquoi elle pense que je suis sorti me rincer le visage, et elle répond qu'elle ne sait pas. Elle discute, et soudain ma femme change de version, je ne l'ai pas aspergé au visage, je l'ai fait sur la joue. Je suis stupéfait et je le signale à la thérapeute, qui remarque aussi qu'elle a modifié sa version. La thérapeute lui fait remarquer que la joue fait partie du visage. Et là,
Ma femme explose, se lève, hurle contre nous deux, et quitte la pièce en claquant la porte. Je regarde la thérapeute, qui reste là, bouche bée. On pourrait croire que c'est ce jour-là que tout aurait dû s'arrêter, ou que le début de la fin avait sonné. Mais non. J'ai tenu bon, comme un idiot, pendant encore presque 10 ans avant de finalement demander le divorce. Je fais surtout des évaluations psychologiques et des bilans de santé mentale, plus que de la thérapie à long terme. Ce sont des rencontres souvent brèves mais très intenses, car elles concentrent en peu de temps beaucoup de douleurs, de souvenirs, parfois de regrets. Il y a quelques années, je travaillais sous contrat pour les services de protection de l'enfance dans mon État. Je réalisais alors des évaluations psychologiques sur des enfants placés ou suivis dans le cadre de signalement. Plus tard, j'ai changé de poste et intégré une autre structure, avec une population plus variée. Un jour, une femme est venue passer une évaluation. Elle me racontait son parcours de reconstruction, une histoire comme tant d'autres. Elle essayait de reprendre sa vie en main après une période difficile. Tout semblait relativement ordinaire, jusqu'à ce qu'elle évoque un événement précis. Elle m'a confié, presque calmement, qu'elle avait été responsable de la mort de son propre enfant. La phrase est restée suspendue un instant, le temps que mon cerveau fasse le lien. Un malaise diffus a commencé à m'envahir, quelque chose que je n'arrivais pas tout de suite à nommer. Puis j'ai compris. Cet enfant, je le connaissais. Je l'avais rencontré à plusieurs reprises lors de mon ancien travail avec les services de l'enfance. C'était un de ces enfants discrets mais marquants, ceux dont le regard semble déjà trop vieux pour leur âge. Je l'avais écouté, observé, pris des notes, essayé de comprendre ce qu'il vivait. Et maintenant, je faisais face à sa mère, celle qui, selon ses propres mots, avait mis fin à sa vie. Heureusement, je n'ai fait le lien que vers la fin de l'entretien, parce que sinon, je ne suis pas certain que j'aurais pu garder la distance nécessaire. Ce moment m'a secoué plus que je ne saurais le dire. J'ai terminé l'évaluation du mieux que j'ai pu, puis j'ai décidé de la rediriger vers un autre professionnel. Non pas par colère, ni par jugement, mais parce que je savais que je ne pourrais pas être neutre. Je portais déjà trop de cette histoire sans le vouloir. J'ai étudié pour devenir psychologue clinicien, mais j'ai changé de spécialisation après un stage étudiant qui a profondément bouleversé ma perception du métier. Je suppose que cette expérience compte tout autant que n'importe quel parcours académique, car c'est elle qui m'a révélé mes limites. Pour des raisons déontologiques, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais d'une manière générale, ce ne sont pas les victimes de traumatismes ou de violences qui m'ont le plus éprouvé. Bien au contraire, j'ai toujours ressenti une forme d'élan naturel vers ces personnes. Leur douleur était immense, mais elle avait une logique humaine. Elle était le résultat de quelque chose de tangible, d'identifiable. Il y avait une forme de clarté dans leur souffrance, même si elle était dévastatrice. J'étais capable d'être présent, de soutenir, d'écouter avec sincérité et d'accompagner sans me perdre. Ce qui a été vraiment difficile, presque insupportable, c'étaient les patients complètement détachés de la réalité. Ceux avec qui le lien semblait impossible à établir. Ceux dont les propos flottaient dans un monde parallèle, inaccessible, où plus aucune logique ne s'appliquait. Chaque séance avec ces patients était comme entrer dans un labyrinthe sans fin, où aucun repère ne tient, où chaque mot peut se perdre dans le vide. Leur réalité était fragmentée, mouvante, parfois glaçante. J'ai participé à une vingtaine de séances de ce type. Ce n'est pas beaucoup dans une carrière, mais pour moi, c'était suffisant. À chaque fois, je sortais vidé, parfois tremblant, incapable de reprendre le fil de mes pensées pendant des heures. Il ne s'agissait pas d'un simple malaise ou d'un inconfort passager. C'était un effondrement intérieur discret, une usure invisible qui s'accumulait. Je viens tout juste de commencer à travailler avec une population plus âgée, et ce changement a été brutalement révélateur. Ce qui me frappe, c'est le nombre d'hommes que je rencontre qui semblent s'être déjà résignés, comme s'ils étaient en train de s'éteindre de l'intérieur. Ils ne sont pas tous malades, pas tous seuls, pas tous en détresse extrême,
mais ils partagent cette impression que plus rien ne les attend. Beaucoup d'entre eux ont perdu leur compagne, et avec elle, le dernier lien qui donnait un sens concret à leur quotidien. Sans elle, il ne reste qu'un silence froid, une maison trop grande, et une vie qui paraît figée. D'autres, bien que toujours entourés, tombent dans une spirale de déclin dès qu'ils cessent de travailler. Sans emploi, ils ne se sentent plus utiles, ni nécessaires. Ils deviennent alors convaincus d'être un poids. Leur corps commence à faiblir, et avec lui, leur volonté. Ce n'est pas seulement la vieillesse ou la solitude. C'est un effondrement intérieur alimenté par des décennies de conditionnement silencieux. Ce sont ces histoires-là, que j'entends tous les jours désormais, qui m'ont poussé à m'intéresser aux droits des hommes, même si je sais que c'est un terrain piégé, rempli de discours extrêmes et de récupérations idéologiques. Mais je ne parle pas ici de slogans ou de guerre culturelle. Je parle de visages réels, de regards éteints, d'hommes qui pensent qu'ils n'ont plus le droit d'exister s'ils ne peuvent plus se sacrifier pour quelqu'un d'autre. Parce qu'on les a éduqués ainsi. Parce qu'on leur a appris que leur valeur dépendait de leur capacité à produire, à protéger, à endurer sans jamais demander. On leur a martelé que l'amour se gagne par le dévouement, que les émotions sont des faiblesses, que l'échec est une honte. Et maintenant, vieux, fragiles, ils sont perdus, sans savoir qui ils sont, ni à quoi ils servent, une fois leur rôle utilitaire épuisé. Ce que je vois tous les jours, c'est l'héritage silencieux d'une société qui a traité trop d'hommes comme des distributeurs de ressources et des réservoirs de stoïcisme, mais jamais comme des êtres humains vulnérables, faillibles, méritant de l'amour même quand ils n'ont rien à donner en retour. J'ai travaillé avec des patients atteints de troubles mentaux sévères et persistants. C'est un monde à part, un monde où la souffrance dépasse souvent ce que la logique peut contenir, où la frontière entre la réalité et la psychose se brouille jusqu'à disparaître. Certains cas laissent une empreinte que rien n'efface. Il y avait cette jeune femme qu'on appelait entre nous, de manière crue mais sans moquerie, la fille qui a poignardé dans la tête. C'est ainsi qu'on se rappelait d'elle. Ce n'était pas une légende urbaine, c'était réel. Elle avait tué sa propre mère en la poignardant à la tête. Il n'y avait pas de haine manifeste, pas de revendication, juste un acte incompréhensible, surgi d'un esprit ravagé par la maladie. Derrière ce geste atroce, il y avait une fille presque silencieuse, au regard égaré, incapable de dire pourquoi elle l'avait fait. Les mots ne venaient pas. La conscience semblait absente. Il ne restait que le vide, immense, glacial. Et puis, il y a eu cette autre patiente. Son histoire est d'une tristesse presque irréelle. Son père est mort, et elle a continué à vivre avec son cadavre pendant 6 mois. Elle le nourrissait, lui enfonçait de la nourriture dans la bouche, l'habillait, lui coupait les ongles, lui faisait sa toilette. Tout cela dans un appartement figé dans une sorte de deuil figé, hors du temps. Ce n'est que lorsque le facteur a signalé quelque chose d'anormal que la police est intervenue. Elle a passé 2 ans à l'hôpital psychiatrique de l'État. Quand j'ai reçu son dossier, j'ai voulu comprendre. Je lui ai posé la question, simplement, « Pourquoi tu as fait ça ?» Elle m'a répondu avec une voix calme, presque détachée, je ne savais pas quoi faire. Pas d'excuses, pas de défense, juste cette phrase, brutale dans sa simplicité. C'est ça, souvent, la réalité de ces patients. Ils ne sont pas les monstres qu'on imagine dans les récits sensationnalistes. Ils sont les produits d'un monde intérieur en ruine, abandonné par la raison, et souvent aussi par les autres. Ce n'est pas la violence ou l'étrangeté qui m'a le plus marqué dans ces histoires, mais cette absence totale de repères. Ce gouffre où il n'y a ni malice ni lucidité, juste des actes terribles, posés dans un brouillard où la logique n'a plus sa place. J'ai eu une patiente dont l'histoire défie presque toute compréhension. Son père était aussi son grand-père. C'était également lui le père de l'un de ses enfants. Quant à sa mère, elle était en réalité aussi sa demi-sœur. C'est un enchevêtrement de violence, de secrets, d'abus répétés sur plusieurs générations. Un monde clos, où les rôles se mélangent, où les repères s'effondrent dès la naissance. Comment se construire dans une réalité pareille ? Comment même commencer à comprendre ce que signifie famille,
quand celle-ci est le lieu même de l'effondrement moral et biologique? Et puis il y avait cette fratrie. Plusieurs enfants. L'un d'eux était gravement handicapé, autant physiquement que mentalement. Tous étaient utilisés, prostitués, par leurs propres parents. C'est une vérité que j'ai eu du mal à accepter, même avec le dossier sous les yeux. On veut croire que certains actes sont au-delà de ce que des parents peuvent faire à leurs enfants. Et pourtant, cela en avait fait un système, une habitude. L'un des enfants, la plus jeune, a développé très tôt des comportements froids, manipulateurs, parfois cruels. Elle n'avait aucune empathie apparente. Je suis presque certain qu'un jour, elle sera diagnostiquée avec un trouble de la personnalité antisociale. Et j'ai peur pour ce qu'elle fera, pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle n'a jamais appris ce qu'était l'attachement sain, l'amour, ou même la sécurité. Et ce ne sont que 2 histoires parmi tant d'autres. Des récits qu'on ne peut pas oublier, même si on le voulait. Il y a des jours où je me souviens de certaines séances et où je me sens profondément reconnaissant d'avoir pu être un témoin bienveillant, d'avoir offert, même brièvement, un espace sûr. Il y a eu des moments de lumière, une parole libératrice, un regard qui change, une personne qui comprend enfin qu'elle mérite mieux. Mais il y a aussi les jours où la noirceur est trop grande, où je doute, pas seulement de moi, mais de l'humanité tout entière. Des jours où je me demande comment certaines choses peuvent arriver, comment un enfant peut survivre à ce qu'il a vécu, et comment on peut espérer recoller quoi que ce soit derrière ça. Un jour, j'ai reçu une famille en thérapie, un père et ses 3 enfants. C'était une de ces séances où tout semble normal au départ, jusqu'à ce qu'une phrase fasse tout basculer. En plein milieu d'une discussion sur la dynamique familiale, le père a lâché, presque d'un ton neutre, comme si c'était une évidence, la dernière, c'était un accident. On a essayé de l'avorter. On voulait seulement des garçons. Il a dit ça devant tout le monde, devant sa fille, sans même sourciller. Comme si c'était un détail anodin. Comme si elle n'était qu'une erreur de calcul. Mais ce n'est pas le plus glaçant. Ce qui m'a vraiment figé, c'est le visage de la fille. Elle n'a pas réagi. Pas un mot, pas une larme. Juste un silence, vide, comme si son corps était là mais que son esprit avait fui depuis longtemps. C'était évident qu'elle avait déjà entendu tout ça. Ce n'était pas une révélation, c'était une répétition. Ils étaient là parce qu'elle était activement suicidaire, et la famille disait ne pas comprendre pourquoi. On ne sait pas ce qui ne va pas avec elle, disait-il. Et moi, je les regardais, et j'avais envie de hurler. Comment pourrait-elle vouloir vivre dans un monde où sa propre naissance était vécue comme une faute, une trahison du désir parental? Comment grandir avec l'idée persistante qu'on n'a jamais été voulu? Que tout ce que l'on est représente une déception? Et ce père qui n'avait même pas conscience de la cruauté de ses mots. Ou peut-être que si, mais qu'il pensait que ce n'était pas si grave. Que l'honnêteté brute valait plus que l'amour, que la vérité froide devait être dite, peu importe le prix. Un jour, une femme est venue me consulter pour des difficultés scolaires que rencontrait son enfant. Dès les premières minutes, en observant l'enfant, j'ai reconnu les signes physiques et comportementaux typiques du syndrome d'alcoolisation fœtale. Ce n'était pas une intuition, mais un ensemble de marqueurs trop évidents pour être ignorés, très facio-spécifiques, troubles de l'attention marqués, difficultés dans la régulation émotionnelle, un certain flottement dans la communication. Alors, avec délicatesse, sans accusation ni jugement, je lui ai posé la question, « Est-ce qu'il vous est arrivé de consommer de l'alcool pendant votre grossesse ?» Elle a répondu simplement oui, comme si c'était sans conséquence. Je lui ai expliqué, calmement, que cela pouvait très probablement être à l'origine des difficultés que son enfant rencontrait aujourd'hui. C'était un moment lourd, mais nécessaire. Et c'est là qu'elle a levé les yeux, presque avec défi, et m'a dit, « Je ne me sens pas coupable. » Aucun remords. Aucun trouble dans la voix. Juste cette phrase, posée comme une barrière, comme si toute tentative d'introspection était déjà fermée à double tour. Je me souviens que le silence qui a suivi était plus pesant que tout ce qui avait été dit.
Pas à cause de la colère mais à cause de ce que cette phrase représentait. Une absence totale de responsabilité émotionnelle. Une déconnexion froide entre l'acte et ses conséquences. Et surtout, un enfant, là, au milieu, qui allait porter les séquelles à vie d'un choix que sa mère n'était même pas prête à reconnaître comme destructeur. C'est dans ce genre d'instant qu'on comprend à quel point certains enfants démarrent leur vie avec un désavantage écrasant. Pas seulement à cause de facteurs médicaux, mais à cause d'un désintérêt profond pour leur vulnérabilité. Ils n'ont pas seulement à surmonter des troubles neurologiques, mais aussi le poids d'un désamour invisible, d'un abandon moral qui précède même leur naissance. J'ai eu une patiente, tout juste 19 ans, qui m'a annoncé sans détour qu'elle était enceinte. Elle ne savait pas qui était le père, mais elle avait réduit la liste à 3 hommes possibles. Elle en parlait comme si c'était banal, presque comme si elle donnait une anecdote de soirée. Elle ne comptait pas arrêter la méthamphétamine, pas maintenant, pas plus tard. Et elle m'a clairement dit qu'elle n'avait pas l'intention de voir un gynécologue. À quoi bon, m'a-t-elle dit, avec un haussement d'épaule. Mais elle allait garder le bébé. Pas pour l'élever elle-même, elle n'en avait ni le désir, ni la capacité. Elle comptait le confier à sa mère. Comme pour les autres, a-t-elle ajouté sans émotion, comme s'il s'agissait d'un système déjà bien rodé. Je me suis retrouvé figé un instant. Pas à cause du chaos de la situation mais à cause de la normalité avec laquelle elle le décrivait. Elle ne voyait pas ce qui clochait. Elle ne voyait pas de problème. Pour elle, c'était juste un autre cycle, un autre bébé à confier, une autre décision prise dans un monde sans repère clair, sans projet à long terme. Et dans ce genre de moment, le rôle de professionnel devient étrangement flou. Parce que ce n'est pas qu'une question de soins médicaux ou de soutien psychologique. C'est un système entier qu'on voit se répéter sous nos yeux. Une chaîne générationnelle de négligence, de consommation, de désespoir tellement ancré qu'il est devenu ordinaire. Ce bébé à naître n'a encore rien vécu, mais il est déjà pris dans ce filet invisible de pauvreté émotionnelle, d'instabilité chronique. Il n'est même pas né qu'il a déjà été confié, déjà mis de côté, déjà désigné pour entrer dans un monde où l'amour n'est pas toujours synonyme de sécurité, et où l'enfance ressemble plus à une survie qu'à une construction. J'ai travaillé dans une unité psychiatrique pour enfants en crise aiguë. La majorité des patients avaient entre 8 et 12 ans, surtout des garçons, souvent enragés, agités, débordés par une colère qu'ils ne comprenaient même pas eux-mêmes. Et chaque fois qu'on creusait un peu, presque à chaque histoire, on retrouvait la même racine, des parents durs, autoritaires, convaincus que la souffrance forge le caractère et que l'obéissance vaut plus que la compréhension. Et le plus absurde, c'est qu'ils étaient choqués. Choqués que leur enfant, frappé, humilié, puni à répétition, finisse par exploser. Choqués que leur discipline ait engendré de la haine, du rejet, de la peur. Dans la région où je travaillais, ce genre d'approche éducative était valorisé. On appelait ça, à l'ancienne, comme si ça donnait du crédit à une brutalité déguisée en principe moral. Toute remise en question était vue comme une attaque contre la famille, la culture, la virilité. Et les enfants en payaient le prix, tous les jours. Un père en particulier m'a marqué. Il m'a regardé droit dans les yeux en parlant de son fils de 11 ans, et m'a dit, sans le moindre doute, « Oui, je le tape quand il se met en colère. Je sais que les gens aiment plus ça aujourd'hui, mais moi, j'ai été battu toute mon enfance, et je vais bien. » Il a même éplé le mot, pour bien marquer son point. Et j'ai eu envie de lui répondre, de lui renvoyer la réalité en face. « Monsieur, vous êtes sorti de prison il y a 3 mois, après avoir purgé 5 ans pour un crime violent. Est-ce que ça, c'est vraiment bien ? » Mais je me suis retenu. Pas par respect, mais parce que je savais que s'il n'était pas prêt à entendre quoi que ce soit, aucune provocation ne ferait avancer les choses. Je me suis contenté d'écouter, de poser une autre question, de faire mon travail. Mais à l'intérieur, j'étais tesséuré. C'est ça, parfois, la réalité du terrain. Voir les dégâts se répéter génération après génération. Entendre les enfants hurler à travers leurs cris ce qu'ils n'arrivent pas encore à dire avec des mots « j'ai mal. J'ai peur.
J'ai besoin d'être aimé, pas brisé. Et en face, des adultes qui répètent « J'ai souffert, donc il doit souffrir aussi ». J'ai travaillé un temps avec une ancienne thérapeute, une professionnelle chevronnée, marquée par des années à écouter la douleur des autres. Parmi toutes les histoires qu'elle m'a racontées, une en particulier lui était restée en tête, parce qu'elle représentait à la fois l'horreur de la transmission de la violence et l'effort brutal de l'enrayer. C'était un homme, visiblement fragile sur le plan émotionnel, qu'elle recevait régulièrement. À chaque rendez-vous, il avait les mains abîmées, des cicatrices anciennes mêlées à des croûtes encore fraîches, surtout sur les articulations. Il ne tentait pas de les cacher. Il en parlait presque avec une étrange forme de lucidité. Il lui avait expliqué qu'à chaque fois qu'il sentait la rage monter, il allait dans son cabanon, seul, et frappait. Il tapait dans un mur de béton, un peu plus tendre, comme il disait. Sinon, quand il était au travail, il frappait un vieux conteneur métallique, jusqu'à ce que la douleur dans ses poings dépasse celle dans sa tête. Il ne le faisait pas pour se punir, mais pour ne pas faire ce que son père avait fait avant lui. Je fais ça pour pas le faire à ma copine. Et à mes gamins. Comme mon père me le faisait. C'est ce qu'il lui a dit, droit dans les yeux. Et ce qu'elle m'a confié ensuite, c'est qu'au milieu de toute cette violence, il y avait là un acte de résistance. Tordu, douloureux, autodestructeur, certes. Mais un effort sincère de ne pas reproduire ce qu'on lui avait imposé. Il ne savait pas comment gérer sa colère, il n'avait pas appris à la transformer, mais il avait décidé de ne pas la transmettre. Alors il se frappait lui-même, dans un langage silencieux, parce que c'était tout ce qu'il avait pour interrompre le cycle. C'est une histoire qui vous serre le ventre, parce qu'elle montre à quel point certains hommes grandissent sans jamais apprendre à vivre autrement qu'en étant des bombes à retardement. Ils n'ont pas les outils, pas les mots, juste une rage bouillonnante héritée d'une enfance fracassée. Et parfois, dans ce chaos, ils trouvent leur propre manière de ne pas nuire aux autres. Même si ça les détruit eux. J'ai reçu un adolescent un jour, calme en apparence, presque détaché, avec ce regard qu'ont ceux qui ont grandi trop vite, souvent dans la violence. Au fil des séances, il a fini par me confier ce qu'il avait vécu. Son père, toxicomane, l'avait agressé sexuellement à plusieurs reprises. La maison, si on peut appeler ça comme ça, n'était qu'un champ de ruines où l'innocence n'avait jamais eu sa place. Il n'y avait ni sécurité, ni tendresse, seulement la peur, la confusion et la douleur. Un jour, il m'a dit, sans détour, presque froidement, « Je veux m'engager dans l'armée. Comme ça je pourrais tuer des gens. » Il n'a pas souri. Ce n'était pas une provocation, ni une pose adolescente. C'était une déclaration d'intention, chargée d'une colère qui ne trouvait pas d'autre issue. Et en entendant ça, bien sûr que j'ai ressenti un frisson. Mais en même temps, après avoir entendu toute son histoire, comment lui en vouloir? Il ne voulait pas faire le mal gratuitement. Il voulait transformer sa rage en quelque chose de tangible, de contrôlé, de dirigé vers des cibles extérieures plutôt que de laisser cette haine dévorer ce qu'il restait de lui-même. C'était sa façon, tordue mais sincère, de reprendre un semblant de pouvoir sur une vie où il n'en avait jamais eu. Il avait été détruit par une figure d'autorité, dans un lieu censé être sûr, et maintenant il voulait devenir une figure d'autorité, dans un monde où les règles sont claires, où la violence est cadrée, justifiée, organisée. Il cherchait une structure, un but, et surtout une permission d'utiliser sa rage au service de quelque chose. Peu importe ce que c'était. Il y a eu cette femme. Gentille, douce, polie, le genre de personne qu'on imagine volontiers s'occuper de ses voisins, sourire au caissier, dire bonjour dans la rue. Rien, en surface, ne laissait présager ce que j'allais apprendre. Elle était en couple avec un homme depuis quelque temps. Et, dans ce besoin viscéral de plaire, de ne pas être abandonnée, elle avait fini par dire oui à quelque chose d'impensable, elle l'avait laissé installer une caméra dans la salle de bain de sa propre fille adolescente. Pas sous la contrainte, pas par peur physique,
mais parce qu'elle voulait tellement être aimée qu'elle avait mis les désirs de cet homme au-dessus de la sécurité et de la dignité de son enfant. Quand elle en a parlé, elle ne l'a pas fait comme on avoue une horreur. Elle l'a raconté comme une erreur, certes grave, mais presque compréhensible dans son esprit, comme si l'amour qu'elle cherchait depuis toujours justifiait, ou au moins expliquait, l'abandon de son rôle de mère à ce moment précis. Et c'est ce contraste qui m'a frappé. Elle n'était pas issue d'un foyer chaotique. Pas de parents violents, pas de traumatisme visible. Elle avait eu une enfance relativement stable. Une mère affectueuse. Un père travailleur, certes peu présent, mais pas hostile. Pas de négligence manifeste, juste une absence silencieuse. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Une absence de regard, une absence d'ancrage affectif du côté paternel, pour que le besoin de validation masculine se transforme, plus tard, en une obsession sourde. Elle ne cherchait pas simplement à être aimée. Elle cherchait à être choisie, comme si chaque homme qui restait effaçait un peu le vide laissé par un père souvent ailleurs. Mais à quel prix ? À celui de sa fille. De sa confiance. De son intégrité. Je me souviens d'une première séance de thérapie de couple qui m'a laissé un poids particulier. C'était leur tout premier rendez-vous, et dès les premières minutes, ils ont commencé à parler, sans gêne apparente, de la violence dans leur relation. Ils avaient 10 enfants à eux deux, tous issus de relations précédentes. 10 enfants qui vivaient, directement ou non, dans l'ombre d'un chaos émotionnel constant. Et ce couple, loin de cacher quoi que ce soit, décrivait comment ils se battaient régulièrement physiquement. Pas une dispute verbale un peu trop vive. Non, des affrontements violents, avec coups, blessures, perte de contrôle. Tous les deux parlaient de moments de rage si intenses qu'ils perdaient conscience. On se réveille après. On ne se souvient plus de rien. C'était dit avec une franchise presque désarmante, comme si cela faisait simplement partie du contrat implicite de leur relation. Un mode de fonctionnement qui n'avait plus rien d'exceptionnel pour eux. C'était devenu une norme. J'ai tenté de poser un cadre, de fixer au moins une base minimale, faire le serment, l'engagement qu'à partir de maintenant, il n'y aurait plus de violence. Pas comme solution magique, mais comme premier pas vers quelque chose de plus vivable. Mais ils ont refusé. Non pas par provocation, mais parce qu'ils n'y croyaient pas, ou parce qu'ils ne voulaient pas renoncer à ce qu'ils considéraient, au fond, comme leur manière naturelle de se gérer. Alors j'ai dû mettre fin à la relation thérapeutique. C'était une décision difficile, mais nécessaire. Parce qu'on ne peut pas aider des gens qui refusent de poser les fondations minimales de la sécurité. Et surtout, parce que chaque séance aurait été une tentative de réorganiser une maison en flammes, pendant que les allumettes restaient entre leurs mains. Le plus dur, ce n'était pas leur refus. C'était de penser aux enfants. Ces 10 enfants, dispersés dans des foyers déjà fragilisés, témoins directs ou indirects d'une violence que leurs parents eux-mêmes ne reconnaissaient même plus comme une urgence. Et c'est là qu'on se rend compte que parfois, la thérapie ne peut pas réparer ce que l'environnement continue de détruire. Il y avait cette femme, appelons-la Jo, qui venait régulièrement en séance pour parler de sa fille. C'était toujours le même discours, la douleur d'avoir été séparée d'elle, l'injustice de ne pas pouvoir la retrouver, l'idée que tout le monde, les services sociaux, les juges, même sa propre famille, s'étaient ligués contre elle pour l'empêcher de récupérer ce qu'elle considérait comme son droit, la garde de sa fille. À l'écouter, on aurait cru qu'elle se battait contre un système froid et injuste, qu'elle était une mère écartée malgré elle. Elle répétait que son unique but dans la vie, sa mission, était de retrouver sa fille, de la reprendre sous son toit. Qu'elle ne vivait que pour ça. Mais voilà, sa fille avait 21 ans. Elle n'était plus une enfant depuis longtemps. Elle était adulte, libre de ses choix, et elle avait, semble-t-il, choisi de prendre ses distances. Ce n'était pas un combat juridique en cours. C'était une obsession figée dans le temps. Jo parlait de garde, de droits parentaux, comme si le temps s'était arrêté quelque part autour des 8 ans de sa fille. Comme si, dans sa tête, cet enfant n'avait jamais grandi.
Elle ne voulait pas renouer. Elle voulait posséder de nouveau. Comme si retrouver cette autorité passée allait réparer l'échec d'une maternité qu'elle n'avait jamais réussi à incarner correctement. Et le plus troublant, c'est qu'elle ne voyait aucun problème à surveiller, suivre, harceler sa propre fille adulte dans le but de la récupérer. Pour elle, c'était un acte d'amour. Mais en réalité, c'était une forme de persécution. Sa fille fuyait, non pas parce qu'on l'y poussait, mais parce qu'elle avait besoin d'air, de frontières claires, d'un espace où elle ne serait plus l'objet de ce désir déformé de contrôle. En tant que thérapeute, c'était une situation complexe. Il n'y avait pas de danger immédiat à signaler, pas selon la loi, du moins. Pas de devoir d'alerte applicable, parce qu'il n'y avait pas de mineur, pas de menace verbale explicite. Mais sur le plan humain, c'était une histoire profondément dérangeante. Une obsession qui franchissait les limites du raisonnable, et qui, au lieu de créer un lien, l'avait définitivement rompu. J'ai entendu et vu beaucoup de choses en tant que thérapeute. Et pourtant, mes véritables moments choquants, ceux qui me coupent le souffle, ne viennent presque jamais de ce que mes clients eux-mêmes disent ou font. Ils viennent de ce que leurs familles, en particulier leurs parents, sont capables de faire. J'ai eu 2 cas, dans toute ma carrière, qui relevaient d'un trouble factice imposé à autrui, plus connu sous le nom de syndrome de Munchausen par procuration. 2 mères. 2 histoires glaçantes. Et à chaque fois, j'ai été stupéfait par la profondeur de la manipulation et la sincérité apparente avec laquelle elles s'y livraient. Ces femmes n'étaient pas de simples manipulatrices conscientes. Non. Ce qui rendait leur comportement encore plus dangereux, c'était leur conviction. Elles croyaient sincèrement que leur enfant était malade, ou du moins, elles avaient intégré cette idée comme si leur réalité ne pouvait pas exister sans cela. Elles n'étaient pas dans le mensonge stratégique. Elles étaient dans le délire entretenu, construit, renforcé, parfois depuis des années. Elles faisaient tout, faux symptômes, dossiers médicaux trafiqués, visites incessantes chez des spécialistes, refus d'arrêter les traitements inutiles, parfois même falsification ou induction directe de symptômes physiques. Et chaque fois qu'un médecin, un thérapeute ou un hôpital disait « Votre enfant va bien », elles s'acharnaient à prouver le contraire. Comme si le fait que leur enfant n'aille pas bien était devenu le seul pilier de leur propre identité. Et ce qui me hantait, ce n'était pas seulement la violence que cela infligeait à l'enfant, bien que ce soit évidemment immense. C'était de voir à quel point ces mères pouvaient apparaître normales. Souvent chaleureuses, intelligentes, articulées, pleines d'amour apparent. Des femmes qui semblaient se battre avec dévotion pour le bien-être de leur enfant, alors qu'elles l'éloignaient de toute chance réelle d'aller bien. Le plus troublant, c'est de réaliser à quel point la société les aide, malgré elles. Parce qu'on part du principe que les mères savent. Qu'elles veulent le bien. Qu'elles sont instinctivement protectrices. Et face à ce masque de bienveillance, même les professionnels se font parfois avoir. Jusqu'à ce que l'enfant commence à parler, ou que les incohérences deviennent trop nombreuses pour être ignorées. Difficile de répondre à cette question sans entrer dans des détails trop spécifiques, mais je dirais que ce avec quoi je lutte le plus, ce sont les clients dont les mécanismes d'adaptation sont bloqués depuis des décennies sur « rejeter la faute sur les autres ». Je comprends parfaitement comment on en arrive là et j'ai de l'empathie pour ça, et on peut travailler ensemble là-dessus, mais parfois ce schéma devient tellement extrême que les clients finissent par blesser les autres. C'est dans ces moments-là que j'ai le plus de mal en tant que thérapeute, déterminer ce qui est à signaler, très peu de choses le sont en réalité, et comment continuer à aider quelqu'un dont le système de valeurs est devenu si déséquilibré qu'il est prêt à faire du mal aux autres, tout en étant si violemment sur la défensive qu'il refuse d'aborder avec moi le travail autour du traumatisme ou de la blessure morale. Les pensées suicidaires des clients, les automutilations, les récits d'abus sexuels explicites, les pensées obsessionnelles délirantes, une légère paranoïa, tout cela ne me déstabilise plus aujourd'hui. Si vous avez peur d'être trop, ne vous inquiétez pas. C'est précisément pour ça que nous sommes là. Le cerveau humain peut être complètement fou parfois, et on a tous besoin de soutien. Quant à savoir si je remets ma propre vie en question, absolument.
la thérapie est vraiment une voie à double sens. Ce que mes clients disent me pousse constamment à réfléchir sur moi-même et sur mes choix. Le plus souvent, de manière très belle et stimulante. J'aimerais pouvoir vous raconter certaines des choses brillantes et profondes que j'ai entendues en séance. C'est un vrai privilège de faire ce métier. Je fais du bénévolat pour une ligne d'assistance aux personnes suicidaires. Je ne suis pas thérapeute agréé, mais j'ai reçu une formation formelle, semblable à celle que peut utiliser un professionnel, des outils et des stratégies pour écouter, faire preuve d'empathie, permettre aux gens de se sentir entendus, et surtout évaluer les risques pour déterminer si une personne est en danger immédiat de passage à l'acte. En général, je ne considère jamais qu'une personne en dit trop. Cependant, il y a certains hommes qui abusent régulièrement du service à des fins sexuelles. Ils tirent du plaisir à parler de leurs fantasmes à des femmes. Notre ligne est composée à environ 80% de femmes, et certains s'en servent à leur avantage. Ils ne se livrent pas d'emblée, ils masquent leurs intentions. Je suis déprimé parce que ma femme va me quitter. C'est de ma faute. Je me déteste, à quoi bon vivre? D'accord, racontez-moi ce que vous ressentez. Eh bien, c'est très intime, difficile à dire. Ce qui est totalement normal quand quelqu'un parle de pensées qui le mènent au bord du suicide. On travaille à établir une relation de confiance, à créer un espace sûr, puis, tout à coup, ils sortent un fantasme sexuel complètement déplacé, du style être pénétré avec des talons aiguilles ou des scénarios d'inceste. La réponse standard, dans ces cas-là, c'est de leur dire que nous ne parlons pas de sexualité de manière aussi poussée ici. On leur recommande de consulter un professionnel, un thérapeute, puis on met fin à l'appel. Les hommes obsédés par le sexe sont déjà agaçants en soi. Mais appeler une ligne d'urgence suicidaire, où des gens attendent en ligne parce que nous ne sommes pas assez nombreux, juste pour assouvir son fantasme, c'est répugnant. Si j'ai commencé à faire du bénévolat, c'est justement parce que j'ai découvert qu'il y avait des temps d'attente. C'est insupportable, non? Une personne suicidaire devrait être mise immédiatement en relation avec quelqu'un de formé, d'humain, de présent. On fait de notre mieux, mais on manque cruellement de monde. Je n'ai plus aucune patience pour ces types-là. Il m'arrive de raccrocher sans même donner d'explication. C'est tellement pathétique et égoïste, préférer satisfaire son fantasme plutôt que de permettre à quelqu'un qui souffre vraiment d'avoir l'aide dont il a besoin. C'était assez tôt dans ma carrière, à l'époque où je travaillais dans une clinique. J'avais une patiente un peu plus jeune, environ 19 ou 20 ans. Je ne rentrerai pas dans les détails de sa situation, mais elle présentait parfois des symptômes de dépression et d'anxiété. On avait une très bonne relation thérapeutique, elle semblait toujours contente de me voir et plaisantait souvent avec moi. Nous avons travaillé ensemble pendant quelques mois, et tout se passait plutôt bien. Elle arrivait à mieux gérer ses humeurs, à faire face à son anxiété, et elle fonctionnait assez bien dans sa vie quotidienne. Un jour, elle m'a dit qu'elle allait devoir faire une pause de quelques mois à cause d'un déménagement. Elle a pris rendez-vous pour un suivi, et comme je savais qu'elle avait notre numéro d'urgence et toutes les ressources nécessaires, je n'étais pas trop inquiet. Quand elle a manqué ce rendez-vous, j'étais un peu surpris, ce n'était pas la première fois, alors je lui ai envoyé un mail pour prendre de ses nouvelles. Ce sont ses parents qui m'ont répondu, pour m'apprendre qu'elle était décédée. Ils n'ont pas donné beaucoup de détails, mais d'après ce qu'ils ont dit, il semblait que ce soit un suicide. C'était ma première vraie confrontation avec ce genre de situation, et j'ai été profondément bouleversé. Elle m'est restée longtemps en tête, je relisais mes notes, je repassais chaque échange dans ma tête, en essayant de comprendre si j'avais manqué quelque chose. J'étais aussi en thérapie à ce moment-là, c'était prévu dans le cadre du travail pour les jeunes thérapeutes, et mon propre thérapeute m'a beaucoup aidé à intégrer cette expérience, mais j'ai sérieusement remis en question ma capacité à faire ce métier pendant un bon moment. Je dois rester vague pour des raisons de confidentialité, mais globalement, la réponse est non, ou du moins, pas à cause d'un patient en particulier. Beaucoup des personnes avec qui j'ai travaillé traversaient des périodes très difficiles,
et certaines avaient commis des actes vraiment graves dans le passé. Mais ce qui rend la thérapie si précieuse, c'est qu'on apprend à voir la personne dans toute sa complexité. On ne cautionne pas leurs mauvaises décisions, surtout lorsqu'elles ont causé du tort à d'autres, mais on comprend mieux comment elles en sont arrivées là. Cela dit, il y a quand même eu des moments où j'ai sérieusement envisagé de tout arrêter. La première fois, c'était au début de ma carrière, dans un poste clinique auprès d'enfants en crise, dans une unité de soins psychiatriques de courte durée. On voyait passer beaucoup d'enfants qui avaient vécu des choses terribles, souvent avec l'implication directe ou indirecte de leurs parents. Travailler avec des parents qui avaient été complices ou auteurs de violences était difficile, mais même là, j'arrivais à les voir de manière plus globale. Oui, ils avaient fait de mauvais choix, mais beaucoup luttaient eux-mêmes avec des problèmes de santé mentale ou avaient été victimes de maltraitance. Ils avaient besoin d'aide, mais ils avaient en eux le potentiel pour devenir de bons parents. Mais il y a eu un cas qui ne rentrait pas dans ce schéma. Je n'étais pas le thérapeute principal, j'apportais mon aide à une collègue, une personne d'une patience admirable. L'enfant, lui, était très doux. Mais les parents étaient deux des personnes les plus cruelles que j'ai jamais rencontrées. Divorcés, ils utilisaient la garde de leur enfant comme une arme pour se faire du mal. Chacun avait même porté de fausses accusations de maltraitance contre l'autre. Leur enfant grandissait littéralement au milieu d'un champ de bataille émotionnelle, et ses parents en étaient pleinement conscients. Pourtant, aucun des deux ne faisait le moindre effort pour le protéger. Ils avaient décidé qu'il valait mieux infliger un dommage psychologique irréversible à leur enfant plutôt que de perdre le divorce, qui durait depuis des années. J'ai été soulagé de ne pas être en charge de ce dossier, car je doute que j'aurais réussi à rester calme en séance. Plus récemment, j'ai pris un poste dans le secteur de la santé, principalement auprès de personnes âgées ou en situation de handicap physique. Là encore, certaines ont un passé compliqué, mais ce n'est pas ce qui rend le travail difficile. Ce qui est le plus dur, c'est de côtoyer de près le système de santé lui-même. Voir des personnes qui n'ont rien fait de mal, et pour qui une voie de rétablissement existe clairement, tout perdre à cause de l'inflexibilité des assurances, c'est profondément révoltant. Je vois des gens coincés dans notre établissement médicalisé uniquement parce que leurs revenus, une fois les frais médicaux payés, ne leur permettent plus de vivre dans un logement adapté. Ils sont prêts à rentrer chez eux, et leur maintien dans notre structure coûte des centaines de milliers de dollars par an aux contribuables, mais à cause d'une réglementation absurde votée par un législateur, on limite les aides qu'ils peuvent recevoir, et ils restent coincés là pendant des années. Et le pire, ce sont les personnes qui ont fait, tout comme il faut, avant de tomber malades, celles qui ont pris une assurance privée ou économisé prudemment. Les compagnies d'assurance privées sont sans scrupules. Elles sautent sur la moindre occasion pour renvoyer les patients chez eux, même quand toute l'équipe médicale juge cela dangereux. Tant que les critères, techniques, de sécurité sont remplis, elles n'en ont rien à faire des risques réels. J'ai vu des cas où ces personnes ont été réadmises à l'hôpital après leur sortie de notre établissement, et honnêtement, je pense que certaines auraient pu mourir si on les avait laissées rentrer chez elles comme l'assurance le voulait. Et puis, il y a cette absurdité dont on parle trop peu, l'écart gigantesque entre les critères pour avoir droit à Medicaid et le coût réel des soins médicaux. J'ai accompagné des personnes qui gagnaient ou avaient épargné un peu trop pour être éligibles à l'aide, mais qui étaient loin de pouvoir se permettre les frais réels, ne serait-ce que les franchises. Beaucoup ont dû regarder leurs économies s'évaporer, parfois jusqu'à perdre leur maison, avant de pouvoir enfin demander les aides dont on savait qu'elles auraient été nécessaires dès le départ. Je ne peux pas dire que quelqu'un est déjà trop partagé avec moi au point de me faire douter de mon choix de carrière. Au contraire, ce qui m'agace parfois, c'est quand mes clients ne partagent pas suffisamment d'informations pertinentes. J'ai alors l'impression qu'ils gaspillent leur temps et leur argent, et ça me fait de la peine pour eux. Je pense que chaque thérapeute a une clientèle qui lui correspond vraiment, qui lui apporte de la joie, et l'inverse est vrai aussi. Personnellement, je ne travaillerai jamais avec les enfants, car dans 95% des cas, le problème vient des parents. De même, je trouve les couples mariés depuis très longtemps épuisants à suivre, donc je fais en sorte de les éviter autant que possible. En revanche, j'adore travailler avec des personnes en pleine transition de vie ou traversant des questionnements spirituels. Et les troubles anxieux ?
très simple à traiter rapidement. Cela dit, j'ai vécu quelques situations troublantes. L'une d'elles concernait un duo parent-enfant, où le parent sabotait activement les efforts de l'enfant pour grandir et gagner en autonomie. Je reste convaincu que ce parent incarnait littéralement le mal. Il y avait là, selon moi, un trouble grave de type sociopathie ou psychopathie. Une autre fois, un délinquant sexuel a commencé à me profiler comme une victime potentielle pendant une séance. J'ai interrompu immédiatement l'entretien, en ai parlé à mon responsable, et je ne l'ai jamais revu. J'ai commencé des cours de Krav Maga peu de temps après, pour ne plus jamais me sentir aussi vulnérable. Pour obtenir mon master en santé mentale, j'ai dû faire un stage non rémunéré en tant que thérapeute pour des personnes sans assurance. Et dès mon premier jour, ma toute première patiente m'a dit qu'elle n'avait aucune raison de vivre, aucune volonté de continuer, que toute sa famille s'était suicidée, et qu'elle voulait en faire autant. J'étais là, complètement figé, à me dire, mais qu'est-ce que je suis censé faire là? J'ai appelé mon superviseur, qui m'a alors montré comment évaluer si une cliente représente un danger pour elle-même ou pour les autres. Pendant tout le temps où j'ai travaillé avec elle, elle n'a parlé que de suicide. C'était obsessionnel. La directrice de la clinique a fini par poser une limite, elle ne serait plus autorisée à suivre une thérapie si elle refusait de sortir de cette fixation, car ce qu'elle faisait n'était pas sain, et elle n'avançait pas d'un pouce. Elle tournait en rond semaine après semaine. Et mon deuxième client, toujours le même jour, c'était un homme qui buvait 3 bouteilles de vodka par jour pour, selon lui, rester fonctionnel. Il avait essayé la désintox pendant des années, mais affirmait qu'il allait très bien tant qu'il avait ces 3 bouteilles quotidiennes. Le lendemain, j'ai eu une autre patiente totalement effondrée. Elle avait perdu la garde de ses enfants, n'avait aucune motivation, aucun emploi, aucun avenir, et aucune envie de changer quoi que ce soit. Elle passait ses journées à fixer le vide, en détestant sa vie. Autant dire que je n'ai pas tenu longtemps à ce stage. J'ai changé de voie et je suis parti faire un doctorat en métaphysique et psychologie appliquée à la place. Je ne suis tout simplement pas fait pour ce type de travail, c'était bien trop lourd à porter. Il m'est arrivé d'avoir des patients qui ont appuyé sur mes nerfs, mais pas dans le sens où je remettais ma carrière en question, plutôt dans le sens où ils ont provoqué en moi une colère inattendue. Il y a aussi eu des situations vraiment dérangeantes, tristes ou choquantes, mais rien que je qualifierais de « trop ». C'est précisément pour ça que je suis là, et je suis reconnaissant de pouvoir accompagner les gens dans ces moments. Il y a 2 aspects qui, pour moi, touchent peut-être à la question. D'abord, le simple fait d'accumuler des années de récits sur la manière dont la société a broyé certaines personnes, ou comment les gens peuvent se nuire les uns aux autres, finit par peser. Parfois aussi, l'accumulation d'événements aléatoires, accidents, catastrophes naturelles, maladies, me rend un peu parano. Mais ce ne sont pas des expériences liées à un seul patient, c'est l'effet cumulé sur le long terme. Il y a eu quelques fois où les problèmes relationnels d'un patient faisaient écho à ce que je vivais moi-même à ce moment-là. Je ne dirais pas que c'était trop, mais avec le recul, je me demande dans quelle mesure mes réactions à leur situation étaient influencées par ma propre histoire. Est-ce que je projetais? Est-ce que j'interprétais leurs propos à travers le prisme de ce que je traversais, en privilégiant certaines explications plutôt que d'autres? En réalité, il existe plusieurs niveaux sur lesquels un thérapeute peut traiter ses propres réactions aux séances ou aux cas. D'abord, il y a la réaction brute, ça m'a secoué émotionnellement, je suis souvent irrité par ce patient, ou ce qu'il, elle a dit m'est resté en tête. Ensuite, il y a l'analyse de cette réaction, pourquoi je ressens ça? Est-ce que c'est lié à moi? Est-ce que d'autres personnes réagiraient de la même manière face à cette personne? C'est ce travail de réflexion, de mise en conscience, qui permet de continuer à faire ce métier de manière saine et responsable. Je suis spécialiste en autonomie et, récemment, j'ai vu affluer de plus en plus de clients dans la trentaine ou la quarantaine souffrant d'escarres graves. C'est un sujet qui me touche personnellement, car mon frère,
devenu paraplégique après avoir évité de justesse un adolescent qui conduisait en envoyant des textos, est décédé à 43 ans à cause d'escarres qui faisaient près de 23 cm de diamètre et 15 cm de profondeur. L'un de mes clients actuels a été jeté du balcon du deuxième étage d'un salon de bibliothèque alors qu'il s'était endormi sur un canapé. Il s'est brisé la nuque, est devenu paraplégique, et a fini par développer des plaies énormes sur le bas du dos, exactement comme mon frère. Croyez-le ou non, il n'existe aucun traitement curatif pour ce genre de plaies quand elles atteignent un certain stade. Lorsqu'elles deviennent trop grandes, des tissus nécrosés s'installent, accompagnés de prolifération de bactéries, de moisissures et de champignons. Il faut changer les pansements au moins 2 fois par jour, et l'odeur peut littéralement ressembler à celle d'un animal mort. C'est terrifiant, inimaginable, et extrêmement douloureux. Alors si vous avez un proche, parent, ami, conjoint, qui doit rester alité après une opération ou qui passe beaucoup de temps en fauteuil roulant, s'il vous plaît, veillez à ce qu'il ou elle reste aussi actif que possible. Surveillez attentivement leur peau, surtout les zones de pression comme le bas du dos, les fesses, les hanches, les talons. Les escarres ne sont pas un simple inconfort, elles peuvent littéralement coûter la vie. J'ai travaillé avec une adolescente qui luttait contre des troubles alimentaires, à un point tel qu'elle avait été hospitalisée quelques mois auparavant pour des dommages aux organes. Un jour, j'ai partagé un repas avec elle et sa mère. Pendant tout le dîner, la mère comptait les grains de riz qu'elle mangeait, un par un, pour pouvoir calculer précisément les calories consommées. Je lui ai demandé d'arrêter, et elle m'a simplement fixé en me répondant « Pourquoi je ferais ça ? Je dois surveiller ma ligne. » Et là, on ne peut que se demander d'où vient le trouble alimentaire de sa fille de 15 ans. Petite précision, pour ceux qui se demandent pourquoi j'étais en train de dîner avec l'adolescente et sa mère, elle était hospitalisée en service fermé, et sa mère venait lui rendre visite. Je travaillais alors comme technicien en psychiatrie, et la jeune fille n'était pas autorisée à manger sans surveillance, dans le cadre de son programme de traitement. Je devais documenter ses apports alimentaires pour m'assurer qu'elle mangeait suffisamment, donc j'ai partagé le repas avec elle dans la cafétéria. J'ai bien entendu transmis au thérapeute les observations concernant les comportements de la mère, afin que cela soit abordé en thérapie familiale. J'ai suivi un jeune patient préadolescent dont le tuteur réclamait sans cesse les notes d'évolution pour savoir comment il allait. Mais dans notre clinique, c'est contraire à la politique, les parents ou tuteurs n'ont pas accès aux notes cliniques, même s'ils peuvent consulter tout le reste du dossier. Ce jeune était décrit comme « très défiant » par tout le monde, mais en séance, il était génial, respectueux, ouvert, impliqué dans le travail thérapeutique. Tout a commencé à s'éclaircir lorsque j'ai rencontré à la fois le parent et le tuteur. Tous deux insistaient pour connaître absolument tous les détails concernant l'enfant. L'ambiance dans la salle était pesante, et j'ai vite senti à quel point la dynamique familiale était problématique. Quand le parent a demandé à changer de thérapeute simplement parce que j'avais refusé de partager les notes cliniques, ça m'a confirmé que le problème allait bien au-delà de la thérapie elle-même. Je me sentais sincèrement mal pour l'enfant, il commençait à s'ouvrir sur ce qu'il vivait chez lui, sur l'impact que la famille avait sur son bien-être. On avait une belle alliance thérapeutique, et je voyais qu'il faisait des progrès. Mais dans ce genre de contexte, on comprend vite que parfois, c'est justement ce progrès-là que certaines familles cherchent à interrompre. J'ai évalué un enfant et dû témoigner devant le tribunal de la famille. Pendant l'audience, j'ai appris que la mère avait loué sa fille aînée à ses amis, de ses 15 à 17 ans. La mère disait à sa fille qu'elle devait le faire, sinon ses frères et sœurs finiraient à la rue, affamés. En réalité, la mère utilisait la majorité de l'argent pour acheter de la drogue. Le père, quant à lui, payait le loyer et apportait des courses chaque semaine, car il savait que la mère n'avait pas d'argent. À cette époque, ils avaient pourtant la garde partagée à 50-50. Le juge n'a pas retiré les droits parentaux de la mère. Elle a obtenu un droit de visite supervisé les week-ends. Le juge a déclaré qu'il n'était pas clairement établi que l'intention de la mère était que ses amis violent sa fille, et qu'il était donc inapproprié de lui retirer ses droits parentaux.
Elle a poursuivi en insistant sur l'importance pour les enfants d'avoir une mère dans leur vie. Encore aujourd'hui, je juge à la fois cette mère et ce juge. J'ai un patient, aujourd'hui dans ses 80 ans, qui a été placé dans une école industrielle dirigée par les frères chrétiens. L'un de ses souvenirs d'enfance les plus marquants, c'est l'arrivée d'un chien errant sur le terrain de l'école. Les garçons ont pris soin de lui en cachette pendant une semaine, partageant avec lui les maigres portions de nourriture qu'il recevait, juste pour ressentir un peu de réconfort à travers l'amour inconditionnel de cet animal. Mais un jour, l'un des frères, particulièrement sadique, a découvert leur secret. Il a pendu le chien au milieu de la cour, devant tous les enfants. Il les a obligés à regarder pendant 1 heure, relâchant et resserrant plusieurs fois le nœud du supplice, pour prolonger la scène. Mon patient m'a dit qu'il n'oubliera jamais le son des pleurs étouffés de tous ces garçons, contraints d'assister à cet acte monstrueux. Pendant toute la scène, le frère continuait de fumer cigarette sur cigarette. L'odeur du tabac déclenche encore aujourd'hui une réaction viscérale chez mon patient. Et moi, rien que d'avoir entendu cette histoire, j'ai cette image gravée dans l'esprit. Alors je n'ose pas imaginer ce que c'était de la vivre. Honnêtement, face à ce genre d'horreur, je ne peux que dire que l'enfer prenne les institutions qui ont permis ça. Pour moi, ce ne sont pas des cas isolés, mais plutôt une accumulation de moments qui m'ont profondément marqué. Il y a quelque chose de profondément déroutant quand un parent amène son adolescent en crise suicidaire ou gravement déprimé, et qu'il est évident que ce parent ne s'en soucie pas vraiment. Et l'adolescent le sait. J'arrive à avoir de l'empathie intellectuelle, à me dire que ce parent a probablement vécu des choses difficiles qui expliquent, en partie, son comportement. Mais émotionnellement, c'est un vrai combat. Ce qui me brise le cœur, c'est quand je vois un ado si habitué à être mis de côté qu'il ne réagit même plus lorsque le parent s'énerve ou se plaint parce qu'on propose une évaluation de sécurité qui prend du temps. Comme si la détresse de l'enfant était un simple inconvénient logistique. C'est très difficile de ne pas juger dans ces situations. Et puis, il y a eu ce moment particulièrement glaçant, un client m'a regardé dans les yeux et a ouvertement admis être raciste, homophobe, transphobe, sexiste et fier de l'être. Ce n'était qu'une des raisons pour lesquelles j'ai dû le transférer à un autre thérapeute, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'il savait que j'étais une personne queer. Il le savait, et il a quand même choisi de me dire en détail tout ce qu'il haïssait chez les gens de ma communauté. Alors oui, il y a eu des moments où je me suis vraiment dit, mais dans quel monde est-ce qu'on vit ? Et en tant que thérapeute, il faut trouver un équilibre entre professionnalisme, protection de soi et lucidité sur les dynamiques humaines. Ce n'est pas toujours facile. J'ai eu un client un jour qui m'a fait une confession que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, sans détour, qu'il avait délibérément transmis le VIH à quelqu'un. Il savait qu'il était porteur, il savait ce que cela impliquait, mais à ce moment-là, il s'en fichait. Il était en pleine descente, englouti dans une spirale de consommation, de douleur, de colère sourde. Et il a voulu que quelqu'un d'autre ressente ce qu'il vivait, ce mélange d'abandon, de peur, et cette haine tournante qu'on finit par retourner contre tout le monde, même des inconnus. Je voulais pas être le seul à souffrir comme ça. C'est ce qu'il m'a dit. Pas avec fierté. Pas avec regret non plus. Juste une vérité posée là, brute, presque morte d'émotion. C'est un moment où tout se brouille intérieurement. Parce qu'en tant que professionnel, on sait qu'on doit accueillir sans juger, comprendre sans excuser. Mais comment ne pas ressentir ce choc moral, cette onde glacée qui vous traverse quand quelqu'un vous raconte un acte de destruction fait avec lucidité ? Mais plus encore, ce qui m'a hanté après cette séance, ce n'était pas seulement l'aveu. C'était ce que cela révélait d'une souffrance tellement profonde qu'elle devient contagieuse. Il ne s'agissait pas d'un simple acte de vengeance. C'était un cri de douleur, une incapacité totale à supporter sa propre existence. Et dans ce désespoir, il a fait le choix de projeter cette douleur sur quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une justification. C'est une tragédie. Pas seulement pour la victime, évidemment, mais aussi pour ce patient,
qui vivait dans un monde intérieur si sombre qu'il ne voyait plus la frontière entre le mal et la survie. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.